Bonjour à tous, bienvenue, édition spéciale du Mag-Orient consacrée entièrement aujourd'hui au cinquantenaire de la guerre des 6 jours. Une guerre éclair que les Arabes ont baptisée Naksa, le revers en arabe, un euphémisme qui cache mal un traumatisme encore vivace dans le monde arabe. Déclin du panarabisme, montée en puissance de l'islam politique et de la question palestinienne. C'est un 7e jour qui n'en finit plus. On va analyser dans cette émission les conséquences de cette guerre sur le monde arabe avec notre invité fil rouge, Yitzhak Levanon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez été ambassadeur d'Israël en Égypte, vous êtes un spécialiste du monde arabe et vous êtes né au Liban. L'arabe qui est donc votre langue maternelle. Vous aviez 20 ans à Beyrouth lorsque la guerre a éclaté. Vous allez nous aider à mieux comprendre pourquoi l'écho de cette guerre résonne encore du Caire à Damas en passant par Bagdad ou Alger. Dans les années 50, les Arabes rêvaient de gloire culturelle, de puissance et d'unité. Mais en quelques heures à peine, l'aviation israélienne a donné le coup de grâce au nationalisme arabe. L'islam politique qui était aux aguets n'en demandait pas tant. Léa Bardugo. Il est 18h50 précise. Ce vendredi 9 juin 1967, les Égyptiens trépignent devant leur poste de télévision. C'est un président défait qui se présente à eux face caméra pour annoncer sa démission. Celui qui fut le symbole des espoirs et des aspirations du monde arabe, le Saladin des temps modernes, le chantre de l'unité arabe, a décidément beaucoup perdu de son aura et de son territoire. À la débâcle militaire s'ajoute la défaite politique de l'icône d'une génération qui avait parié sur le développement, l'unité arabe et le socialisme. Des années 50 jusqu'au mois de juin 1967, les Arabes avaient pourtant entretenu l'espoir d'une seconde chance pour réparer ce qu'ils avaient baptisé la Nakba, la catastrophe, la perte de la Palestine et la création de l'État d'Israël en 1948. De grands courants panarabes avaient vu le jour. Déjà en 1947, les Syriens Michel Aflaq et Din Albitar créent le parti Baas. Le premier est chrétien, le second musulman, mais qu'importe, le panarabisme n'a que faire des clivages confessionnels. L'héritage culturel de l'islam est revendiqué, certes, mais au nom d'une arabité partagée. 5 ans plus tard, le coup d'État mené par les officiers libres égyptiens bouleverse un monde arabe de plus en plus hostile à la présence des puissances coloniales dans la région. L'idée de créer un État arabe au Moyen-Orient mobilise les foules dans le contexte de la décolonisation incarnée par Nasser. L'idéologie va rapidement inspirer l'Irak de Saddam Hussein ou la Syrie des Al-Assad. Grâce au soutien du parti Baas, très influent en Syrie, Nasser proclame en 1958 la création de la République arabe unie, un État transnational qui comprend l'Égypte, la Syrie et bientôt le Yémen. Mais la parenthèse panarabe se referme aussitôt. En 1961, la Syrie recouvre son indépendance, suivie par le Yémen. La défaite arabe de la guerre des 6 jours met définitivement fin au paradigme. Elle apporte de l'eau au moulin des fondamentalismes religieux. Selon eux, elle est la conséquence directe de l'importation d'idéologies étrangères, considérées comme de nouvelles formes de l'impérialisme occidental. Voici ce que dit dans une prière publique, au lendemain de la défaite, le cheikh Mohammad Mitwali Sha'arawi, le plus populaire des responsables religieux égyptiens. Il nous faut remercier Dieu pour une défaite traumatisante qui a servi à réveiller la nation et à lui donner conscience qu'elle s'est égarée en excluant la religion des affaires publiques. Le népotisme, la corruption, l'échec économique et l'impuissance à libérer la Palestine vont discréditer les régimes nationalistes laïques de la région. Les masses arabes vont finir par tourner le dos au panarabisme et être de plus en plus séduits par la Oumma, la nation musulmane. L'islam politique n'a plus qu'à reformuler l'affrontement national et territorial en un antagonisme religieux. La guerre de juin 67 n'aura duré que 6 jours, mais dans le monde arabe, son écho résonne encore. Yitzhak Levanon, je le disais en introduction, vous aviez 20 ans lorsque la guerre a éclaté. Vous étiez à Beyrouth, vous avez donc été un témoin privilégié de la grandeur, mais aussi de la décadence de ce nationalisme arabe qu'on vient de voir dans le sujet. Oui, en effet, j'étais à Beyrouth. Mais pour qu'on puisse comprendre la profondeur de la défaite arabe de la guerre des 6 jours, et il faut aussi parler de la poussée, de la flambée du panarabisme. Le panarabisme, dirigé par Gamal Abdel Nasser à l'époque que j'ai vécu au Liban, il faisait peur.
Et Israël avait peur, une peur bleue, les communautés juives avaient une peur bleue, et c'était une flambée des gens qui voyaient rien en face d'eux que la destruction de l'État d'Israël. On voyait les parades militaires, on voyait les déclarations faites par tous les dirigeants, et plus principalement de Gamal Abdel Nasser. Donc c'était vrai que, bon voilà, on était en face peut-être que de la disparition complète de l'État d'Israël après 19 ans d'existence. C'était l'atmosphère qu'on vivait. Et lorsque le matin du 5 juin, c'était un lundi, et j'étais supposé aller à l'université pour présenter mes examens de comptabilité, mais on a eu peur, je ne suis pas allé. Et en contrepartie, j'ai entendu la radio de Kol Israël en arabe. Et vers 9 h plus ou moins, j'ai entendu une annonce laconique disant que les forces aériennes égyptiennes et syriennes n'existent plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la peur n'existe plus et qu'on est en face de quelque chose d'historique. Ce n'est que plus tard, dans les prochains jours, que les informations commencent à arriver et on a vu l'envergure, les dimensions de la victoire israélienne et qui a fait que les Égyptiens, les Syriens et même le monde arabe, jusqu'à la guerre de Yom Kippour, n'ont pas accepté cette défaite. Ils l'ont refusé catégoriquement. En Égypte, c'était clair. On va voir dans le prochain sujet sur le sommet de Khartoum. Une des conséquences majeures de cette défaite, de cette débâcle militaire du monde arabe face à Israël, c'est l'émergence de l'islam politique. On voit aujourd'hui les frères musulmans, Al-Qaïda, Daesh, autrement dit l'islam politique sous toutes ses formes. Ça aussi, c'est une conséquence directe de la défaite du panarabisme. C'était pas immédiat, Cyril. C'était pas immédiat. Il y avait une certaine période de plusieurs années. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, après que je suis arrivé au Caire et j'ai lu plusieurs publications, Nasser ne voulait pas de cette guerre. Nasser comprenait très bien que son armée était embourbée dans le Yémen, mais c'était son ami personnel, le maréchal Amr, qui l'a poussé. C'était les soviétiques qui ont instigé tout ça. Donc il a été poussé et lui, Nasser, il a fait toutes les erreurs possibles et imaginaires. Lorsqu'il a été la défaite de 67 et les 3 noms de Khartoum, Sadat est arrivé, il avait une situation en face de lui que le Sinaï était occupé par Israël. Sadat voulait à tout prix restituer le Sinaï, que ce soit par la guerre ou que ce soit par des négociations, pour effacer cette honte de l'Aqsa de 67. Bien sûr, de 48 aussi. C'est pour cela qu'il a été poussé dans ce sens-là. À ce moment-là, les frères musulmans, ils ont profité de la situation après la défaite, parce que les frères musulmans, qui étaient des islamistes, et Gamal Abdel Nasser, qui était un séculaire, ils se chamaillaient tout le temps. Donc, après la défaite, après la mort de Nasser et l'arrivée de Sadat, ils ont voulu profiter de cette situation et Sadat leur a donné un tout petit peu la chance de le faire. Oui, Sadat qui était lui-même issu des frères musulmans. Alors après cette débâcle militaire des armées arabes, la Syrie, l'Égypte et d'autres pays arabes avaient juré de prendre leur revanche. C'était 3 mois après la guerre, ils se réunissaient à Khartoum, capitale du Soudan, pour forger la nature de ce qui serait leur relation à l'État hébreu. Retour sur la diplomatie du triple non, c'est avec Léonore Jory. Khartoum, 29 août 1967. Pour la première fois depuis la fin de la guerre des 6 jours, les dirigeants arabes se réunissent à la même table. Affaiblis et humiliés, leur coopération est mise à rude épreuve face à une armée israélienne aguerrie. Mais hormis l'Algérie et la Syrie, tous sont présents dans la capitale soudanaise. Objectif, s'accorder sur le terrain politique et économique face à leur ennemi commun, Israël. Après 3 jours de négociations, la résolution de Khartoum est adoptée le 1er septembre 1967. Réaffirmant ainsi l'unité du monde arabe, elle appelle alors à une lutte permanente contre Israël pour regagner les territoires perdus, à l'utilisation du pétrole arabe comme d'une arme diplomatique et à la défense des droits du peuple palestinien. Mais c'est le contenu du paragraphe 3, connu sous le nom des 3 noms, qui bloque toute évolution de la situation. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël. Et du côté israélien justement, ce triple refus est vécu comme un affront. Loin de lui faire baisser les armes, cela renforce la position du gouvernement. La politique d'intransigeance à l'égard des ennemis vaincus reste en vigueur et le statu quo est maintenu. Les pays arabes, eux, renoncent par ailleurs à toute action militaire. La résolution de Khartoum convient aussi d'une aide économique pour l'Égypte et la Jordanie, très affectées par la guerre des 6 jours. Ces 2 pays, encouragés par d'autres courants plus modérés, essayent d'ouvrir le chemin à une solution politique.
Dans le secret du huis clos, il plaide pour une action diplomatique qui aboutirait à l'évacuation des troupes israéliennes. Le roi Hussein de Jordanie cherche même à établir des contacts avec Israël. Mais la pression de l'opinion publique est trop forte, la situation reste bloquée. Un mois plus tard, les combats reprennent dans la région du canal de Suez. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote le 22 novembre la résolution 242. Elle ordonne à Israël de restituer les territoires occupés et appelle à la reconnaissance de l'État hébreu par les États arabes. La moitié d'entre eux l'acceptent, l'autre moitié la rejette. Leur unité aura été de courte durée. De son côté, Israël joue sur l'ambiguïté du texte pour garder ses positions politiques et territoriales. Et Yitzhak Lebanon a pris une défaite aussi cinglante des armées arabes. On aurait pu imaginer que soit enclenché un processus diplomatique, un processus politique pour que les pays arabes puissent récupérer ces territoires perdus. Et il y a eu un triple non, non, non et non à toute négociation avec Israël. Cyril, c'est très facile, en rétrospective de 50 ans, de parler et de la façon dont je vais parler. Mais à l'époque, c'était pas l'atmosphère, c'était pas la question, mais on peut dire que ni Israël, ni l'Occident, ils ont compris la mentalité arabe après cette défaite. C'est historique ce qui s'est passé. Une semaine après la guerre des 6 jours, il y a eu une réunion secrète du gouvernement israélien et ils ont pris une décision que comme quoi on peut restituer tous les territoires à part Jérusalem-Est s'il y aurait une paix avec Israël. Et on a présenté ça aux États-Unis. On a vu que le 1er septembre, à la place de recevoir une réponse, on a vu les 3 noms de Khartoum. Donc la mentalité arabe à l'époque, elle était dans une atmosphère de défaite complète. Et une fuite en avant. Oui, mais très profonde. Mais nous, on n'a pas compris comment, par exemple, utiliser ce qui se passe pour arriver à un traité de paix, etc. C'est vrai qu'ils ont dit non. Mais aujourd'hui, en rétrospective, de nouveau, et moi qui ai traité de la diplomatie pendant 40 ans, Israël aurait dû insister sur la résolution secrète qu'elle a prise au gouvernement en faisant pression sur les États-Unis ou sur l'Union soviétique, que bon voilà, on restitue les territoires pour une paix. En contrepartie, lorsqu'il y a eu les 3 noms, Israël a dit bon voilà, si c'est votre réponse, on se reverra plus tard. Parce que vous avez le sentiment qu'Israël espérait vraiment transformer cette victoire militaire en une victoire politique, autrement dit que ces territoires qu'elle avait occupés serviraient de monnaie d'échange le jour venu pour faire la paix. Oui, sans aucun doute. Et je vous dis pourquoi, Cyril. C'était l'état d'esprit à l'époque. Pas seulement l'état d'esprit. Israël n'a pas préparé cette guerre. C'était pas, par exemple, qu'elle avait un agenda où elle avait des visées politiques et territoriales et qu'elle a enclenché cette guerre. C'était pas la situation du tout. Aujourd'hui, après 50 ans, on peut parler parce que les archives sont tous ouvertes. Israël ne voulait pas de cette guerre, Nasser l'a imposée. Israël voulait détruire l'armée égyptienne qui faisait une grande menace pour Israël. Mais pas plus que cela. Ni la Jordanie, ni le plateau de Golan, ni la Syrie. Ce n'est que plus tard que eux, ils ont commencé la guerre. Donc il n'y avait pas un agenda politique que comme quoi on veut conquérir pour arriver à certaines choses. C'était une conséquence. Et si aujourd'hui quelqu'un analyse ce qui se passe, ce qui s'est passé d'ailleurs dans toutes les réunions, la totalité était secrète, et du gouvernement israélien, vous voyez très bien qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ni avec la population palestinienne, ni avec les territoires, ni avec la Syrie, ni rien du tout. Ils ne savaient rien quoi faire avec cela. Alors c'est une guerre qu'Israël n'a pas souhaitée, mais ses conséquences sur son avenir politique en tout cas étaient majeures, puisque l'une des conséquences majeures de cette guerre des 6 jours, c'est évidemment le retour au premier plan de la question palestinienne. Une question qu'il faut bien dire, Yitzhak Lebanon avait quasiment disparu des agendas diplomatiques. Je vous propose d'écouter, si vous voulez bien, un court extrait d'un film documentaire. Ça s'appelle La mémoire des cactus, et c'est un film qui donne la parole à des Palestiniens, vous allez le voir, qui ont été contraints de quitter leur village au lendemain de la guerre des 6 jours. On avait une maison avec 2 chambres et un balcon de 2 mètres sur 3. On avait prévu de construire, d'agrandir un peu, mais la guerre de 1967 est arrivée et nous n'avons rien fait. Certaines personnes sont parties avec l'armée à 1h du matin, d'autres sont parties à 9h. Certains sont restés dans le village. On se demandait où aller. Le 5e jour, ils ont annoncé par haut-parleur les ordres du commandant. Il ne devait rester personne dans le village. Et toute personne trouvée ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même. Toute personne trouvée serait tuée. Qu'étions-nous supposés faire ?
On ne pouvait pas rester, et il restait 1 heure avant le coucher du soleil. Alors nous sommes partis, laissant derrière nous à la maison ma mère âgée de 70 ans. Elle était handicapée et ne pouvait pas marcher. Nous lui avons dit de rester là 1 heure ou 2, que nous partions, le temps qu'ils inspectent le village et que l'on revienne. Nous n'avions pas réalisé que l'on partait définitivement. Et très clair, les mots sont très révélateurs. Hein. Ce glissement sémantique depuis 67, on ne parle plus du conflit israélo-arabe, mais du conflit israélo-palestinien. Non, pas immédiatement après 67. Il y a eu un certain moment, parce que bon, en 67, c'était la Jordanie. Ce n'est qu'en 76, lorsque la Jordanie s'est détachée de ce qu'on appelle les territoires, ou bien la Judée et la Samarie, ou la West Bank, ce qu'on appelle, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'émergence de ce nationalisme palestinien qu'aujourd'hui, c'est le conflit israélo-palestinien. Mais ce n'était pas à l'époque du tout. Et tous les récits qu'on écoute, c'était des Jordaniens. Et il faut vérifier tous ces récits. Si c'est vrai ou pas, il faut les vérifier, à mon avis. Mais c'était tous des Jordaniens, parce que la Jordanie occupait ces territoires-là. Et la guerre était contre les Jordaniens, ce n'était pas contre les Palestiniens. Ce n'est que plus tard que, bon, la situation, elle est devenue complètement différente. Et c'est au moment où la Jordanie, elle a quitté de façon préméditée, disons, que la question palestinienne a surgi de nouveau. Merci Yitzhak Levanon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans la seconde partie du Mag-Orient, le témoignage exceptionnel d'un général égyptien à la retraite et aussi ses révélations. Israël a-t-il gagné la guerre grâce au Maroc? C'est tout de suite dans le Mag-Orient, restez avec nous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite de notre édition spéciale consacrée au jubilé de la guerre des 6 jours. 50 ans après, on vous propose ce soir un témoignage inédit, celui d'un général de division égyptien à la retraite, le général Hussein Abdelrazek. Il a combattu pendant la guerre des 6 jours, mais aussi pendant la guerre du Kippour. Comment et pourquoi l'armée égyptienne a-t-elle été défaite en quelques heures à peine? Pourquoi cette guerre a marqué le déclin régional de l'Égypte? Voici son analyse en exclusivité pour le Mag-Orient. La guerre des 6 jours d'un point de vue politique fut une défaite pour le nasserisme. Ses conséquences sur la scène politique et sur la stabilité de l'Égypte ont été énormes. Cela a entraîné l'apparition de nombreux groupes d'opposition qui, pendant le règne de Nasser, craignaient de se montrer. Mais la guerre de 1967 a donné à l'opposition l'opportunité de se développer et de devenir plus forte au sein de la société. Cela a donné un nouveau courant fortement opposé à l'idéologie de Nasser et à la manière dont il dirigeait le pays. Nous avions l'impression d'être très forts, mais en réalité nous étions très faibles. Nous étions plus faibles que ce qu'on pouvait penser. Et la raison était simple. Sur le plan politique, on se souciait des choses superficielles et peu de l'essence même des choses. La défaite de l'Égypte et la destruction en quelques jours de plus de 65% des forces armées, tout cela fait perdre toute crédibilité à l'égard des militaires. L'armée égyptienne a été victime de la mauvaise gestion de l'État à cette époque. Nous étions un pays en voie de développement, en train de se construire, mais le large déploiement des forces armées était un énorme fardeau pour l'économie. À cause de tout ça, l'Égypte est entrée en guerre en 1967 en position de faiblesse. Ils ne savaient pas grand-chose sur l'ennemi israélien auquel ils étaient confrontés. Psychologiquement, l'armée n'était pas prête et financièrement, elle l'était encore moins. Tout le monde a appelé ça un revers. Pour moi, c'est une défaite. Certains disent que la défaite, c'est lorsque vous vous rendez. Mais c'est une défaite lorsque vous perdez beaucoup de votre puissance et que vous vous sentez exposé à l'infiltration. Quand d'autres prennent l'avantage sur vous, alors vous êtes vaincu. L'Égypte de Nasser a créé les raisons de cette guerre et a attisé les tensions sans réfléchir, en utilisant les mêmes méthodes qu'en 1956, en poussant les gens à soutenir le régime. Et la guerre prouve que cela ne marche pas comme ça. La guerre, c'est un tout, un système composé de facteurs financiers, moraux et psychologiques. Il faut tout ça pour pouvoir entrer en guerre. Lorsqu'il manque l'un de ces éléments, vous êtes vaincu d'avance. La guerre doit avoir les bonnes raisons et les bons
moyens pour gagner. Tout ça n'était pas réuni. En tant qu'homme qui vivait pendant cette période, je peux le dire, nos forces sont revenues du Yémen fatiguées, épuisées. Nous avons été surpris par les alarmes au-dessus de nos têtes dans le Sinaï et nous n'y étions pas prêts. Les soldats n'étaient qu'un tas d'hommes inefficaces sur le terrain, sans aucune stratégie mise au point, sans aucune information, sans aucun plan. L'armée égyptienne a été vaincue, mais beaucoup d'autres armées arabes ont aussi été touchées. La situation militaire a été affectée en Jordanie, en Syrie et plus généralement au Moyen-Orient. C'est l'une des conséquences de la guerre des 6 jours que nous n'avons pas surmontée. La génération qui a vécu à cette époque ressent beaucoup d'amertume. On ne devrait pas considérer cette défaite comme une honte, mais comme une période historique. Cela arrive quand la gestion d'une crise est mauvaise. Les scènes de guerre restent dans nos esprits. Quand on regarde en arrière, on a un goût amer en pensant à tous ces soldats tués sans même s'être battus. Nous avons perdu notre force aérienne. Le champ de bataille n'avait plus d'aide aérienne. Pendant ce temps-là, l'armée de l'air israélienne atterrissait et décollait comme s'il s'agissait d'une simple formation. D'ailleurs, il y avait des jeunes soldats israéliens qui s'exerçaient afin d'être prêts en cas de véritable scénario de guerre. Assister à autant de pertes, voir tous ces chars qui brûlent, des corps partout, ce sont des scènes difficiles à effacer de la mémoire. Et puis quand finalement vous voyez le drapeau israélien sur la rive est du canal, ça ne s'oublie pas. Toutes ces choses sont des scènes qu'on ne peut pas oublier. À cette époque, lorsque l'Organisation de la libération de la Palestine a été créée, il y a eu quelques opérations palestiniennes lancées depuis la Syrie. La tension a ensuite atteint l'Égypte, qui était leader du monde arabe. Un accord de défense avait été signé entre la Syrie et l'Égypte. Nasser déclarait alors que toute agression envers la Syrie était une agression contre l'Égypte. Selon moi, ça a été une chance pour Israël, qui en a profité pour retourner ce pacte contre Nasser. Nasser aimait apparaître devant le monde arabe comme un homme fort. Il disait dans certains de ses discours « Si vous n'aimez pas la Méditerranée, vous pouvez boire l'eau de la mer Rouge ». Ces gestions de la politique trouvaient un écho auprès de ses fidèles. Mais faire de tout le monde son ennemi, c'était une mauvaise politique. Surtout lorsque vous n'êtes pas prêt pour une confrontation. Nasser aurait pu mieux maîtriser la situation, mais Israël savait comment jouer avec lui. Il a concentré ses troupes dans le Sinaï pour prouver qu'il était dangereux. Il a aussi demandé à l'ONU le retrait des troupes israéliennes à ses frontières et il a fermé le détroit d'Aqaba. Je pense que toutes ces opérations du côté égyptien auraient pu être contrôlées et organisées différemment. وأعتقد كل هذه الإجراءات من جانب مصر أنا في تصوري كان ممكن السيطرة عليها وإدارة الأمر بطريقة موضوعية. L'une des choses les plus importantes, c'est de connaître son ennemi. Notre ennemi était uniquement Israël. Mais il fallait savoir qui était Israël. Si nous parlons du pouvoir militaire, l'armée israélienne c'était quoi? Ils disaient avoir 3000 combattants, mais apparemment ils étaient au moins 1 million. Mais le problème ce n'est pas le nombre. Nous on pouvait dire qu'on possédait 60 canons alors qu'on en possédait 1200. Ce ne sont pas les nombres qu'il faut regarder, mais la qualité des armes, la compétence et la formation des forces, le moral des troupes aussi. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Pendant la guerre, Israël avait un appui fort, un approvisionnement continu, les États-Unis derrière eux politiquement et militairement, mais pour l'Égypte c'était différent. Les Russes n'étaient pas prêts à entrer dans un conflit contre les États-Unis pour défendre l'Égypte. L'URSS de Brejnev ne voulait pas compromettre ses relations avec les États-Unis et créer une course à l'armement au Moyen-Orient. Donc l'Égypte était seule, sans alliés pour les aider. Par contre, il y avait une vraie corde de sécurité entre Israël et les États-Unis, d'autres pays européens d'ailleurs, et pas seulement les États-Unis. Tout ça en raison de l'influence sioniste et du pouvoir juif qui existe dans ces pays. Nous n'étions pas au même niveau, nous n'avions pas cette attribution. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Joanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours.
Alors tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre au renseignement israélien de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire. Merci Johanna Binder pour ces détails croustillants, dignes des plus grands films d'espionnage. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Mag-Orient. On comptait en 1948 800 000 juifs dans les pays arabes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Une génération plus tard, après la guerre des 6 jours, la plupart des communautés juives de ces pays avaient disparu. Méré, bonjour. Vous êtes journaliste pour la chaîne arabe d'I24. Vous venez de réaliser un film documentaire pour la chaîne arabe sur la guerre des 6 jours. Et vous avez été à la rencontre de ces juifs israéliens qui vivaient dans les pays arabes belligérants lorsque la guerre a éclaté. C'est le cas, par exemple, de Salomon Mounir. C'est un juif d'origine égyptienne. On l'écoute si vous voulez bien. On se retrouve tout de suite après. Le grand déclin des Juifs égyptiens a commencé avec la guerre des 6 jours, lorsque l'entourage du président Nasser a procédé à des arrestations massives dans notre communauté. Quelques jours après le début des hostilités, je suis resté confiné chez moi. Nos amis et nos voisins non juifs aidaient ma mère pour faire les courses. Ça prouve bien à quel point les relations étaient bonnes en Égypte entre musulmans, juifs et chrétiens. J'avais 16 ans quand j'ai été arrêté avec mon père. On a été battus,
torturés alors qu'on était totalement innocents, qu'on n'avait jamais nui à la sécurité de l'Égypte ni au pouvoir. Ce qui fut le plus douloureux, c'est d'être battu par un voisin égyptien, un concitoyen qui a grandi à nos côtés et qui se retrouve obligé de vous torturer. Bien sûr, je suis nostalgique du pays dans lequel je suis né, d'autant plus que l'Égypte est un pays exceptionnellement beau et que les Égyptiens sont des gens au grand cœur. Ceux qui vous diront le contraire, ce ne sont que des menteurs. Alors avant la guerre de 67, il y a eu 48, il y a eu 56, la campagne du Sinaï. Mais vous soutenez que 1967, c'est quand même un tournant dans l'histoire de ces Juifs des pays arabes. Israël a combattu 2 guerres avant 67. La guerre d'indépendance en 48, sous le mandat britannique. Et les Arabes ont prétendu qu'ils ont gagné avec l'aide des Britanniques. 56, la guerre de Sinaï. Les Arabes ont prétendu qu'ils avaient gagné. En 67, il y avait une victoire totale de l'armée de défense d'Israël. Les Juifs dans les pays arabes, l'Égypte, la Syrie, le Liban et l'Irak. En Égypte, les Juifs ont été arrêtés. Tous les enfants juifs au-dessus de 16 ans ont été arrêtés. Ils sont restés en arrestation pendant 3 ans. Ils ont attendu ces 3 ans pour quitter l'Égypte, en particulier après qu'ils aient vu en Israël un État vainqueur qui a gagné en 6 jours. Et pareil pour les Syriens, les Juifs syriens. Ils ont subi beaucoup de révolutions dans les années 60 et soudain, il y a un pays fort, le pays des Juifs, qui appelle tous les Juifs dans le monde à le rejoindre et les portes ouvertes. Méré, est-ce qu'on peut effectuer selon vous un parallèle entre ces réfugiés juifs des pays arabes et les réfugiés palestiniens? Parce que ces dernières années, on sent bien que les autorités israéliennes essayent de faire ce parallèle dans le cadre d'un futur règlement du conflit israélo-palestinien. Et on ne peut pas comparer. Les Israéliens qui sont venus des pays arabes sont venus de leur propre volonté. Les portes d'Israël étaient ouvertes. Israël a toujours voulu intégrer tous les Juifs dans le pays et il recevait tous les droits de citoyens. Pour les Palestiniens qui ont quitté ou qui ont expulsé, ils ont été quittés sous l'occupation où ils ont fui. On ne peut pas comparer entre la fuite des Juifs des pays arabes et la fuite ou l'expulsion des Palestiniens dans les pays arabes. Mereï, journaliste pour la chaîne d'I24 en langue arabe. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau du Magorien. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial du Magorien. Merci de l'avoir suivi. Vos réactions sur le hashtag de l'émission. Rendez-vous également sur le replay d'I24 pour voir ou revoir cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, salam.